Décembre 1943, Camp-Outram, Michigan. Le lieutenant Taishi Yamamoto franchit les grilles du camp de prisonniers et inspira l'air vif de l'hiver d'une petite ville américaine. Un seul garde l'accompagnait, non pas derrière lui comme il s'y attendait, mais à ses côtés. Officier de marine japonais capturé 8 mois plus tôt dans les îles Aléoutiennes, Yamamoto avait reçu une autorisation pour se rendre dans une boutique locale afin d'y acheter quelques effets personnels. Il était convaincu qu'il s'agissait d'un piège, peut-être une épreuve destinée à tester sa loyauté, ou pire, une mise en scène pour provoquer une tentative d'évasion et justifier ensuite une sanction exemplaire. Il ignorait encore que ce qu'il allait découvrir ébranlerait tout ce que la marine impériale japonaise lui avait appris sur l'ennemi. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, pensez à vous abonner à la chaîne et à dire en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien compte énormément. Ce que le lieutenant Yamamoto, comme des centaines d'autres prisonniers japonais, allait apprendre dans les forêts reculées de la péninsule supérieure du Michigan, se révélerait plus dévastateur pour sa compréhension de la guerre que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Il comprendrait que la propagande décrivant l'Amérique comme faible et décadente n'était pas seulement exagérée. Elle reposait sur une incompréhension profonde du pays qu'il combattait, et cette prise de conscience provoquerait, chez beaucoup d'entre eux, une transformation si radicale qu'ils passeraient le reste de leur vie à tenter de concilier leurs anciennes certitudes avec la réalité vécue. Le camp qui retenait Yamamoto et 417 autres prisonniers japonais semblait perdu au bout du monde. Encerclé par d'épaisses forêts de pins et de bouleaux, il occupait un terrain autrefois utilisé, durant la Grande Dépression, par le Civilian Conservation Corps. Les baraquements de bois, peints d'un vert olive terne, s'alignaient avec une régularité presque militaire derrière des doubles clôtures surmontées de fils barbelés. À chaque angle se dressait une tour de garde, mais les soldats qui les occupaient paraissaient étonnamment détendus, bien loin de l'image que les prisonniers s'étaient faite de leur geôlier. Yamamoto était arrivé à Camp-Outram en mai 1943, au sein d'un groupe de 63 prisonniers transférés depuis un camp provisoire en Californie. Diplômé de l'Académie navale impériale japonaise, il avait servi à bord du destroyer Aabono avant d'être capturé lors d'opérations dans les Aléoutiennes. À 31 ans, il incarnait l'élite intellectuelle du corps des officiers japonais, anglophone grâce à ses études d'avant-guerre, formé à considérer les Américains comme des êtres mous, matérialistes, incapables de la force morale exigée par une guerre totale. Le voyage depuis la côte ouest avait duré 5 jours. Les prisonniers savaient traverser le pays en train, entassés dans des wagons voyageurs reconvertis et étroitement surveillés. Yamamoto avait passé de longues heures à observer les paysages défiler par la fenêtre, et ce qu'il voyait avait semé en lui les premiers doutes. À mesure qu'il traversait villes et bourgs, l'ampleur de l'industrie américaine s'imposait d'elle-même. Des usines s'étendaient sur des kilomètres, des cheminées percèrent le ciel, et d'immenses parkings regorgeaient d'automobiles en nombre presque irréel. Au Japon, même les familles aisées possédaient rarement une voiture. Ici, il semblait que de simples ouvriers en aient une. Pourtant, Yamamoto avait préféré écarter ces observations. Il se persuada que les Américains avaient volontairement fait passer le train par les régions les plus développées afin d'impressionner ou de démoraliser les prisonniers. La véritable Amérique, pensait-il, devait forcément ressembler au pays ex-sang décrit par la propagande japonaise. Le premier choc ne vint pourtant pas de ce qu'ils virent, mais de ce qu'on leur servit à manger. Le dîner de leur premier soir au camp comprenait des portions qui semblaient indécentes. Épaisses tranches de bœuf, purée de pommes de terre nappées de beurre, pain frais, légumes en conserve et du café sucré avec du vrai sucre. Yamamoto fixa son plateau, convaincu qu'il s'agissait d'un repas exceptionnel destiné à les amadouer avant un interrogatoire. Mais le lendemain matin, le petit déjeuner était tout aussi copieux. Et le surlendemain encore. Au 3e jour, Yamamoto demanda à rencontrer le commandant du camp, le colonel Robert Anderson, officier de carrière qui avait sollicité ce poste précisément parce qu'il souhaitait mieux comprendre l'ennemi. Par l'intermédiaire d'un interprète, Yamamoto demanda quand commenceraient les rations normales pour les prisonniers. Anderson parut sincèrement surpris avant de lui répondre que ces repas étaient les rations normales, exactement les mêmes que celles servies aux soldats américains. Yamamoto regagna son baraquement profondément ébranlé.
Dans la marine impériale, les officiers mangeaient correctement, mais les hommes du rang survivaient souvent avec du riz, des légumes marinés et de rares protéines. L'idée que l'Amérique nourrisse ses prisonniers comme ses propres soldats lui semblait tout simplement inconcevable. Le quartier-maître Kenji Tanaka, marin d'un sous-marin capturé après que son bâtiment eût été forcé de faire surface à la suite d'une attaque aux charges de profondeur, partageait cette incompréhension. À 24 ans, issu d'une famille d'agriculteurs de la préfecture de Hiroshima, Tanaka s'était engagé pour fuir la pauvreté rurale. On lui avait appris que les Américains étaient des individualistes faibles, incapables de consentir aux sacrifices nécessaires à une guerre totale. Et pourtant, les voilà, prisonniers au cœur même des États-Unis, mangeant mieux qu'ils ne l'avaient jamais fait avant le début du conflit. Les prisonniers mirent rapidement en place leur propre hiérarchie interne, avec le lieutenant Yamamoto comme officier le plus gradé. Il structura le groupe selon les règles militaires, veilla au maintien de la discipline et imposa un entraînement physique quotidien. Le colonel Henderson n'y voyait aucun inconvénient. Il savait que la discipline et une organisation claire contribuaient à maintenir le calme et le moral. Mais il alla plus loin encore, en mettant en place une mesure qui allait bouleverser la vie du camp. Les prisonniers dont le comportement était jugé irréprochable seraient autorisés à travailler à l'extérieur contre un salaire qu'ils pourraient ensuite dépenser dans les commerces locaux. Cette décision s'inscrivait dans une conception américaine plus large de la gestion des prisonniers de guerre, respecter scrupuleusement les conventions de Genève tout en tenant compte des réalités concrètes. Dans la péninsule supérieure du Michigan, la main-d'œuvre manquait cruellement. Les jeunes hommes étaient partis au front ou avaient rejoint les usines de guerre mieux rémunérées de Détroit et de Chicago. Les prisonniers représentaient donc une ressource potentielle. Ils pouvaient participer à l'effort économique tout en allégeant le coût du maintien des camps. À la fin du mois de juillet 1943, les premiers détachements de travail furent constitués. Yamamoto se porta volontaire, autant pour rompre l'ennui que par désir de découvrir davantage ce pays qui l'intriguait. On l'affecta à une équipe de bûcherons chargés d'abattre du bois destiné aussi bien aux caisses de transport qu'aux matériaux de construction. Le travail était éprouvant, la chaleur estivale étouffante, mais les ouvriers prenaient leur déjeuner sur place, des sandwichs garnis de vraie viande, des pommes, des biscuits et de l'eau fraîche conservée dans des bidons isothermes. Le contremaître américain, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Frank Morrison, travaillait dans l'exploitation forestière depuis toujours. Il traitait les prisonniers avec une courtoisie strictement professionnelle. Il leur montrait comment utiliser les outils sans danger, corriger les erreurs sans élever la voix et, surtout, travailler à leur côté au lieu de se contenter de donner des ordres. Pour Yamamoto, c'était profondément déstabilisant. Dans l'armée japonaise, un officier ne se mêlait jamais aux hommes du rang, et un supérieur n'adoptait certainement pas une telle familiarité. Lors d'une pause, Morrison lui tendit une cigarette. Yamamoto hésita, mais Morrison sourit et lui assura que fumer était autorisé. Ils restèrent là, côte à côte, à l'ombre d'un immense pin. Morrison posa des questions sur le Japon, animé d'une curiosité sincère. Yamamoto se surprit à répondre avec franchise. Il parla des montagnes de sa région natale, des fêtes de son enfance, de la beauté fragile des cerisiers en fleurs au printemps. Morrison hocha la tête et confia qu'il avait toujours rêvé de voyager. Peut-être, une fois la guerre terminée, irait-il au Japon pour voir ces fameux cerisiers de ses propres yeux. Cette façon désinvolte d'envisager à la fois sa survie et un avenir paisible frappa Yamamoto. Était-ce une naïveté étonnante ou la marque d'une confiance absolue ? Peu à peu, il comprenait que les Américains ne semblaient tout simplement pas concevoir la possibilité de perdre. À mesure que l'été laissait place à l'automne, le programme de travail s'élargit. De plus en plus de prisonniers se portaient volontaires, attirés par la perspective d'échapper à la monotonie du camp. La cantine elle-même provoquait l'étonnement. Les étagères débordèrent de produits devenus rares au Japon bien avant Pearl Harbor. Tablettes de chocolat, chewing-gum, articles de toilette, papier à lettres, magazines et même de petits luxes du quotidien. Le quartier-maître Tanaka, affecté à une ferme voisine pour les récoltes, se sentait de plus en plus troublé par ce qu'il voyait. Le fermier, un immigré norvégien nommé Lars Olsen, exploitait une modeste ferme laitière et céréalière avec sa femme et leur fille adolescente. Bien que 2 de ses fils servent outre-mer, Olsen traitait Tanaka avec une simple et constante décence. Il lui apprit à manier les machines, l'invita à partager le repas de midi avec la famille et lui versa son salaire sans la moindre réticence. Un après-midi, l'épouse d'Olsen, Martha, apporta du pain tout juste sorti du four jusqu'au champ.
Elle lui dit qu'elle espérait qu'on le traitait bien et qu'elle priait pour que la guerre se termine rapidement, afin que tous les jeunes hommes puissent rentrer chez eux. Tanaka, dont l'anglais restait hésitant, parvint à la remercier. Lorsqu'elle s'éloigna, il s'assit au bord de la charrette et éclata en sanglots, submergé par le contraste entre les monstres inhumains qu'on lui avait décrits et ces gens ordinaires capables de gestes d'une bonté élémentaire. La véritable rupture survint cependant en décembre 1943, lorsque le colonel Henderson introduisit la mesure la plus audacieuse jusqu'alors. Les prisonniers au comportement exemplaire seraient autorisés à se rendre dans la ville voisine de Munising, accompagnés d'un seul garde pour faire des achats dans les commerces locaux. L'annonce provoqua immédiatement des débats animés. Certains y voyant un piège, d'autres une occasion d'évasion, bien que la nature sauvage entourant le camp rende toute fuite presque impossible. Le lieutenant Yamamoto fut choisi pour faire partie du premier groupe de 10 prisonniers autorisés à s'y rendre. Par un mardi matin glacial, lui et ses compagnons montèrent à bord d'un camion pour parcourir les quelques 24 kilomètres qui les séparaient de Munising, une petite ville d'environ 3000 habitants, nichée sur la rive sud du lac supérieur. Le garde chargé de les escorter, un caporal de l'Ohio nommé Bill Jensen, semblait étonnamment peu préoccupé par d'éventuelles tentatives d'évasion. Il bavardait tranquillement avec les prisonniers en leur montrant les points de repère. Munising donnait l'impression d'un autre monde. La rue principale longeait le rivage, bordée de boutiques, de restaurants, d'un cinéma et d'un petit hôtel. Des décorations de Noël pendaient aux lampadaires, des couronnes ornant les portes, et les vitrines exposaient leurs marchandises avec une abondance presque irréelle. Le camion s'arrêta devant le magasin général. Le caporal Jensen annonça qu'il disposait de 2 heures pour faire leurs achats avant de reprendre la route vers le camp. Yamamoto franchit le seuil du magasin avec l'étrange impression d'évoluer dans un rêve. L'intérieur s'étirait en profondeur sur une quinzaine de mètres, et des étagères allant du sol au plafond croulaient sous les marchandises, conserves de toutes sortes, fruits et légumes frais, vêtements, quincailleries, outils, jouets pour enfants, livres, magazines, objets ménagers, absolument tout ce que l'on pouvait imaginer. Le propriétaire Ernest Burkist les accueillit avec une politesse irréprochable. Par l'intermédiaire de l'interprète, il précisa calmement que tout était en vente, à l'exception de l'alcool. Ce qui frappa le plus Yamamoto ne fut pas tant l'abondance que la manière dont elle semblait aller de soi. Il ne s'agissait ni d'un magasin vitrine, ni d'une mise en scène destinée à impressionner des prisonniers de guerre. C'était un commerce ordinaire dans une petite ville isolée d'Amérique. Et pourtant, on y trouvait davantage de biens que dans les meilleures boutiques de Tokyo avant même le début du conflit. Si une telle profusion existait ici, au cœur des forêts du Michigan, que devait donc receler le cœur industriel du pays ? Pendant leur présence, plusieurs habitants firent leurs courses sans prêter une attention particulière aux prisonniers. Une vieille femme, choisissant de la laine, leur jeta à peine un regard. Une mère accompagnée de 2 jeunes enfants circulait dans les allées sans la moindre inquiétude. Un fermier venu acheter des semences croisa Yamamoto et lui adressa un léger signe de tête. Cette acceptation tranquille, cette absence totale de peur, révélait une certitude profonde. Les Américains étaient convaincus de leur victoire finale. Yamamoto acheta un cahier, quelques crayons et un savon. Tandis que Burkist emballait les articles, son regard fut attiré par un présentoir près de la caisse. Des affiches encourageant l'achat d'obligations de guerre y étaient placardées. L'une d'elles montrait des ouvriers d'usine et affichait des chiffres de production aéronautique. Les nombres paraissaient irréels, des milliers d'avions produits chaque mois, une capacité industrielle sans commune mesure avec ce que le Japon pouvait espérer atteindre. À l'extérieur, Yamamoto s'arrêta sur le trottoir et observa la ville. Les voitures circulaient sur Main Street avec une régularité nonchalante. Les habitants vaquaient à leurs occupations sans donner le moindre signe de privation. Le cinéma annonçait une double séance. Le tableau d'un restaurant proposait des steaks et des plats de poisson. Le pays était engagé dans une guerre mondiale, combattant sur 2 fronts de part et d'autre des océans. Et pourtant, la vie civile semblait à peine troublée. Tanaka rejoignit Yamamoto, le regard perdu. Dans sa main, il tenait une barre chocolatée, identique à celle que les soldats américains lançaient parfois aux enfants dans les territoires occupés. D'une voix basse, il murmura que tout ce qu'on leur avait enseigné était faux. Le Japon ne pouvait pas gagner cette guerre, et l'écart de ressources n'était pas simplement important, il était insurmontable. Yamamoto aurait voulu protester, défendre les principes de la marine impériale, s'accrocher aux certitudes qu'il avait façonnées.
Mais debout sur ce trottoir de Munising, observant des Américains ordinaires avancer dans la vie avec une confiance absolue en l'avenir, les mots lui manquèrent. Ce pays n'était pas au bord de l'effondrement. Il n'avait mobilisé qu'une fraction de son potentiel industriel et possédait déjà une supériorité matérielle si écrasante que l'issue du conflit semblait relever d'une simple équation. Les sorties en ville devinrent ensuite régulières. Chaque semaine, un nouveau groupe de prisonniers faisait le trajet. Le colonel Henderson voyait dans ce programme un geste humanitaire, mais aussi un outil efficace. Après ces visites, les prisonniers revenaient plus silencieux, plus dociles. Ils faisaient face à la réalité d'une manière qu'aucune défaite militaire n'aurait pu provoquer. Au printemps 1944, près de 200 prisonniers travaillaient régulièrement hors du camp. L'économie locale en dépendait désormais largement, et les relations entre civils et prisonniers, sans jamais devenir amicales, avaient trouvé un équilibre pragmatique. Yamamoto fut affecté à une scierie tenue par la famille Johnson. Le travail y était dangereux, mais les règles de sécurité étaient strictes et appliquées à tous sans distinction. Les Johnson fournissaient aux prisonniers le même équipement de protection qu'à leurs employés civils, partageaient le même repas à midi et versaient les salaires convenus sans discrimination. Un après-midi de mai, la lame principale de la scierie se brisa soudainement, projetant des éclats de métal dans l'atelier. L'un d'eux frappa Samuel Johnson au bras, ouvrant une profonde entaille d'où le sang jaillit abondamment. Yamamoto, formé aux premiers secours durant sa carrière navale, intervint immédiatement. Il comprima la plaie, improvisa un garrot et maintint l'homme conscient pendant que d'autres appelaient à l'aide. Lorsque le médecin arriva, il soigna la blessure et déclara que Yamamoto avait très probablement évité de graves complications. Samuel Johnson lui serra la main pour le remercier. Plus tard, son père Walter Johnson s'approcha de Yamamoto et lui annonça qu'il écrirait au colonel Henderson pour saluer son sang-froid et son comportement. Cet épisode cristallisa une évidence. Yamamoto venait de sauver un Américain, citoyen d'un pays en guerre contre le sien. Et pourtant, rien ne lui avait semblé déplacé. Johnson était simplement un homme blessé et lui avait agi comme n'importe quel être humain décent l'aurait fait. La propagande qui avait dépeint les Américains comme des êtres dénués d'humanité apparaissait désormais pour ce qu'elle était, un mensonge destiné à rendre la guerre psychologiquement supportable. Lorsque le printemps céda la place à l'été, les nouvelles en provenance du Pacifique commencèrent à parvenir jusqu'au camp par les journaux et les émissions de radio. Les comptes rendus dessinaient tout la même trajectoire, une avancée américaine constante et méthodique. Île après île tombée, les positions japonaises étaient submergées, les lignes de ravitaillement sectionnées. Les prisonniers lisaient ces articles avec une résignation croissante. À chaque navire coulé en correspondaient bientôt 5 nouveaux. Chaque avion abattu ne représentait qu'une part infime d'une production mensuelle colossale. Le Japon ne perdait pas seulement des batailles isolées, il était lentement broyé par un adversaire aux ressources pratiquement illimitées. Tanaka, qui tenait en secret un journal, y consignait l'évolution de sa compréhension. Il écrivait sur l'abondance de la nourriture, sur la richesse presque désinvolte de simples citoyens américains, sur l'efficacité redoutable de leur industrie. Il notait aussi la manière dont les prisonniers étaient traités, selon des règles claires appliquées sans exception, et comment même en captivité, ils bénéficiaient souvent de soins meilleurs que ceux reçus par de nombreux soldats japonais encore au combat. En août 1944, un nouveau contingent de prisonniers arriva à Camp Autran. Il s'agissait de captures récentes en provenance des Mariannes. Ces hommes étaient émaciés, profondément marqués, beaucoup blessés ou malades. On leur avait promis des sévices et une cruauté sans limite. Ils découvrirent à la place des baraquements chauffés, 3 repas par jour, et des médecins américains qui soignaient leurs blessures avec la même attention que celle de leurs propres soldats. Yamamoto et les prisonniers présents, depuis plus longtemps, observaient chez les nouveaux arrivants le même choc, la même incrédulité qu'ils avaient les connus. L'un d'eux, un garçon d'à peine 19 ans, si maigre que ses os semblaient percer la peau, éclata en sanglots lorsqu'on lui servit son premier repas. Il raconta à Yamamoto qu'avant sa capture, il avait survécu pendant 2 semaines en mangeant de l'herbe et de l'écorce, son unité ayant été abandonnée sans ravitaillement. Les récits de ces hommes ne faisaient que confirmer ce que Yamamoto soupçonnait déjà. Le Japon n'était pas simplement en train de perdre la guerre, il l'avait pratiquement perdue. Le jeune soldat décrivit des bombardements navals interminables, des milliers d'obus tirés sans compter, tandis que les forces japonaises rationnaient en chaque cartouche.
il parla de ciels saturés d'avions américains, si nombreux qu'ils obscurcissaient la lumière, alors que les appareils japonais se faisaient rares et isolés. Lorsque l'automne revint, marquant la 2e année de Yamamoto à Camp Altra, la population du camp dépassait désormais les 600 hommes. Le programme de travail s'était encore étendu, impliquant près de la moitié des prisonniers, et son impact économique sur la région était devenu notable. Plusieurs commerçants locaux avaient en même écrit pour demander que ce système soit maintenu après la fin du conflit. En décembre 1944, exactement un an après sa première visite, Yamamoto obtint à nouveau l'autorisation de se rendre à Munising. Les décorations de Noël lui parurent encore plus nombreuses et élaborées que l'année précédente. Il acheta de modestes présents pour quelques compagnons de captivité, du savon, des cahiers, de simples objets du quotidien. Dans le magasin général, il remarqua qu'Ernest Burkist se déplaçait plus lentement. Il apprit que le petit-fils du commerçant avait été tué en France en septembre. Par l'intermédiaire de l'interprète, Yamamoto exprima ses condoléances. Burkist, cherchant ses mots, les accepta avec une dignité silencieuse et dit qu'il appréciait ce geste. Puis il prononça une phrase que Yamamoto n'oublierait jamais. Il confia qu'il espérait que la guerre se terminerait bientôt, que trop de jeunes hommes avaient déjà perdu la vie de tous côtés, et que peut-être, une fois tout cela fini, les peuples pourraient apprendre à vivre ensemble en paix. Il n'y avait ni colère ni haine dans sa voix, seulement une fatigue profonde et l'espoir d'un avenir différent. Sur le chemin du retour vers le camp, Yamamoto resta silencieux, le regard fixé sur les paysages hivernaux qui défilaient. Il pensa au petit-fils de Burkist, mort dans un champ français, et à tous ces jeunes hommes, japonais comme américains, qui ne reverraient jamais leur foyer. Il repensa aux mensonges auxquels il avait cru, que les Américains étaient faibles, dépourvus de force morale, que le Japon triompherait grâce à une discipline supérieure. La vérité était à l'opposé. Les Américains possédaient une force spirituelle immense, mais l'exprimaient autrement. Ils accordèrent de la valeur à la vie individuelle, ce qui les poussait à se battre avec acharnement pour protéger leurs camarades. Ils croyaient aux règles et à l'équité, ce qui rendait leur système plus efficace. Et leur supériorité matérielle était si écrasante qu'ils pouvaient se permettre d'être humains, même envers leurs ennemis. Au printemps 1945, les nouvelles du Pacifique ne laissaient plus de doute. La guerre entrait dans sa phase finale. À Camp-Autrin, les prisonniers écoutaient de la radio avec une résignation sombre. Yamamoto commença à donner des cours d'anglais à ses compagnons, convaincu que cette langue pourrait leur être utile dans le monde d'après-guerre. En avril, la mort du président Roosevelt parvint jusqu'au camp. Plusieurs gardes fondirent en larmes sans retenue, ce qui surprit profondément les prisonniers. Le colonel Henderson déclara une journée de deuil et le drapeau du camp fut mis en berne. Yamamoto se sentit étrangement touché par cette démonstration collective de chagrin, par cette preuve que les Américains savaient pleurer ensemble. En mai, l'Allemagne capitula et les conséquences furent immédiatement évidentes. Les ressources américaines, jusque-là partagées entre deux fronts, allaient désormais se concentrer entièrement sur le Pacifique. Plusieurs prisonniers demandèrent à Yamamoto ce qu'il pensait de la suite. Il leur répondit sans détour, le Japon allait désormais subir tout le poids de la puissance américaine, et continuer la lutte n'avait plus aucun sens. En août, la nouvelle parvint jusqu'au camp. Des armes d'une puissance dévastatrice avaient été utilisées contre Hiroshima et Nagasaki. Les prisonniers peinaient à concevoir une telle destruction. Tanaka, dont la famille vivait à Hiroshima, resta assis dans le baraquement pendant 2 jours entiers, le regard fixé sur le mur, figé dans un mélange de stupeur et de chagrin. Lorsque le Japon capitula le 15 août, la réaction des prisonniers de Camp Autran fut empreinte d'émotions contradictoires. Le soulagement de voir les combats enfin cesser se mêlait à la honte de la défaite, à l'angoisse de l'avenir et à la peur pour leurs proches restés au pays. Yamamoto rassembla les hommes et leur parla avec calme. Il leur rappela qu'ils avaient survécu, qu'ils rentreraient un jour chez eux et que leur devoir, désormais, serait de participer à la reconstruction de ce qui avait été anéanti. Dans les mois qui suivirent la reddition, le rapatriement s'organisa lentement. Durant cette période de transition, le programme de travail fut maintenu et la vie au camp glissa dans une routine étrange, presque paisible. Les prisonniers n'étaient plus considérés comme des ennemis, mais ils n'étaient pas encore libres. C'est alors que Walter Johnson aborda le colonel Henderson avec une proposition. Plusieurs prisonniers, dont Yamamoto, s'étaient révélés être des travailleurs exemplaires. Johnson demanda s'il serait envisageable que ceux qui le souhaitaient puissent rester aux États-Unis et demander une forme de résidence.
Henderson répondit honnêtement que cette décision dépassait largement son autorité, mais qu'il transmettrait la demande. En novembre 1945, Yamamoto effectua sa dernière visite à Munising. Avant le départ définitif, il tenait à revoir une dernière fois la ville. Il se promena sur Main Street et observa les changements. Les affiches pour les obligations de guerre avaient disparu, remplacées par des publicités pour des produits civils. Le cinéma projetait désormais des films de temps de paix. Ernest Burkist se souvint de lui et lui demanda par l'intermédiaire de l'interprète ce qu'il comptait faire une fois rentré au Japon. Yamamoto répondit qu'il n'en savait rien, que son pays était dévasté. Burkist hocha la tête et dit que la reconstruction prendrait du temps, mais qu'il croyait sincèrement au redressement du Japon. Il ajouta que les Américains ne nourrissaient pas de haine durable, et que d'anciens ennemis pouvaient devenir amis si chacun faisait un pas vers l'autre. Puis il tendit à Yamamoto un petit paquet, un cahier et un stylo. Il lui dit qu'il devrait écrire ce qu'il avait vécu, qu'un jour, il serait important que l'on sache ce qui s'était passé ici. Le rapatriement débuta finalement en mars 1946. Les prisonniers montèrent dans des trains à destination de la Californie où des navires les attendaient pour les ramener de l'autre côté du Pacifique. Lorsque le camion quitta Kampao-Train pour la dernière fois, Yamamoto se retourna pour contempler le camp qui avait été sa demeure pendant près de 3 ans. Bientôt il serait démantelé et rien ne subsisterait pour témoigner de ce qui s'y était déroulé. Durant la traversée de l'océan, Yamamoto passa de longues heures sur le pont à regarder l'horizon et à réfléchir à tout ce qu'il avait appris. Il repensait à l'abondance qu'il avait vue, à la puissance industrielle écrasante, mais aussi à l'humanité dont avaient fait preuve ces geôliers. Il songeait aux mensonges auxquels il avait cru et aux vérités qu'il avait découvertes. Le Japon, lorsqu'il le revit enfin, le bouleversa plus encore que l'Amérique. Les villes étaient en ruine, les infrastructures détruites, la population luttait pour survivre. Pourtant, au milieu des décombres, Yamamoto percevait une étonnante capacité de résistance. Les habitants déblayaient les gravats, reconstruisaient, ouvraient de petites échoppes dans des abris improvisés. Les forces d'occupation américaines mettaient en œuvre des réformes et apportaient de l'aide. Yamamoto s'installa à Tokyo, il trouva un emploi de traducteur, puis enseigna l'anglais à l'université. Il conserva le cahier offert par Burkist et le remplit de notes et de réflexions. Il parlait parfois de son expérience à ses étudiants, cherchant à transmettre les leçons qu'il en avait tirées. Certains comprenaient. D'autres restaient prisonniers de l'amertume et du déni. Tanaka, dont toute la famille avait péri à Hiroshima, eut plus de mal encore à se reconstruire. Il travailla à Osaka, se remaria, fonda une nouvelle famille. Mais il ne se remit jamais complètement de la double blessure d'avoir tout perdu et d'avoir découvert que son sacrifice reposait sur des mensonges. Il évoquait rarement son passage à Camp Halleran, mais lorsqu'il le faisait, il insistait sur la bienveillance dont les prisonniers avaient bénéficié et sur la prise de conscience de l'écrasante supériorité de l'adversaire. Sur les 617 prisonniers passés par Camp Autran durant la guerre, la plupart retournèrent au Japon et tentèrent de rebâtir leur existence. Une poignée d'entre eux immigrèrent finalement aux États-Unis dans les années 1950. Certains conservèrent une correspondance avec des Américains rencontrés durant leur captivité, des lettres d'abord maladroites, qui gagnèrent en naturel à mesure que le temps adoucissait les souvenirs. Le camp fut démonté en 1946. Les bâtiments disparurent, la forêt reprit ses droits. Aucun monument n'indique aujourd'hui l'endroit. Aucun panneau ne raconte ce qui s'y est passé. Mais dans la mémoire de la région, dans les récits familiaux, subsistent les traces de ces années où des prisonniers japonais travaillèrent aux côtés de civils américains. Lorsque d'anciens ennemis apprirent à se reconnaître comme des êtres humains, ce qui se produisit à Kampot-Tren devint un reflet miniature du conflit mondial et de ses conséquences. Le Japon était parti en guerre persuadé que sa force morale triompherait des avantages matériels américains. Les prisonniers japonais découvrirent au contraire que ces avantages matériels étaient l'expression de quelque chose de plus profond. Un système économique capable de produire efficacement la richesse, une base industrielle presque inépuisable et une culture politique qui continuait de valoriser la vie individuelle même au cœur d'une guerre totale. Ils s'attendaient à la brutalité et découvrirent là des règles. Ils redoutaient la faim et rencontrèrent l'abondance. Ils imaginèrent la haine et trouvèrent surtout une indifférence tranquille, parfois teintée d'une simple bienveillance. Ces révélations furent plus destructrices que n'importe quelle défaite militaire, car elles mirent à nu l'illusion sur laquelle tout leur système de croyances s'était construit. Le monde qu'on leur avait enseigné n'était pas seulement déformé, il était faux dans son ensemble.
Et peut-être la leçon la plus troublante fut-elle celle-ci. Les Américains, eux, semblaient l'avoir compris dès le départ. Ils n'avaient mobilisé qu'une part de leur potentiel industriel, mené une guerre sur 2 fronts tout en préservant la prospérité civile, et nourri leurs prisonniers mieux que bien des soldats japonais ne l'avaient été sur le front. La confiance que Yamamoto avait perçue à Munising n'était ni de l'arrogance ni de la mise en scène. Elle relevait d'une certitude froide, presque mathématique. L'issue du conflit ne faisait aucun doute. Au fil des décennies qui suivirent la guerre, tandis que le Japon se relevait lentement et devenait à son tour une grande puissance économique, les enseignements tirés par des hommes comme Yamamoto et Tanaka prirent une dimension presque prophétique. Le succès japonais d'après-guerre s'enracina en partie dans l'adoption de principes industriels et organisationnels semblables à ceux qu'ils avaient observés en Amérique. Mais dans l'immédiat après-guerre, les anciens prisonniers de camp Ultron ne trouvaient aucune certitude. De retour dans un pays brisé, ils cherchaient leur place, hantés par des souvenirs d'abondance et d'humanité qui prenaient parfois l'allure d'un rêve irréel. Ils avaient été témoins de quelque chose que peu de leurs compatriotes pouvaient comprendre, le véritable visage de la nation qui les avait vaincus. Non pas monstrueuse, mais ordinaire. Non pas faible, mais d'une force écrasante. Non pas animée par la haine, mais portée par la conviction tranquille d'une victoire inévitable. Et c'est ici que s'achève notre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Quel aspect de ce récit historique vous a le plus surpris ? Pensez à vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale et cliquez sur la vidéo à l'écran pour une autre plongée fascinante dans l'histoire. À très bientôt.